Je suis Anne-Catherine Robert-Auglusten, je suis docteur en histoire des sciences et des techniques, je suis professeure à l'université Paris 1 Sorbonne en UFR d'histoire et je suis directrice du musée de l'air et de l'espace depuis janvier 2018, ça fait 1 an et 1 mois déjà. Alors, avez-vous eu une rencontre particulière durant votre carrière qui vous a influencé pour faire une carrière dans le domaine de la culture scientifique et notamment pour devenir directrice du musée de l'air et de l'espace? Alors une rencontre, sûrement des rencontres. C'est vrai que disons que ma carrière plus jeune, moi c'est l'histoire qui me passionne. Et très rapidement l'histoire des sciences et des techniques, et donc très rapidement tout ce qui est en lien avec les transports. C'est possiblement familial, puisque mon père était ingénieur aéronautique, et mon oncle était pilote de chasse, donc il y avait quand même un petit peu d'intérêt pour ces milieux-là. Et je pense qu'en rencontre, la première rencontre, ça a été mon professeur à l'université, Robert Halleux, qui m'a fait découvrir les textes anciens, latin et grec, et qui m'a fait lire Pline dans le texte, et je me suis passionnée pour la technique dans les textes anciens. Et il m'a conseillé de travailler sur le soudage des métaux, ce qui est un sujet très particulier et qui m'a amené à découvrir beaucoup de sujets et surtout de rencontrer beaucoup de personnes différentes. Et c'est ces rencontres qui m'ont, je crois, vraiment construit dans ma carrière universitaire et dans ma carrière dans les musées. Qu'est-ce que le musée de l'air et de l'espace? Qu'est-ce qu'il représente à l'échelle nationale et à l'échelle internationale? Alors le musée de l'air et de l'espace, c'est un lieu absolument extraordinaire. À l'échelle nationale, c'est le musée national de l'aéronautique, du spatial, et j'aime bien ajouter, avec le planétarium et les sujets sur lesquels nous travaillons actuellement sur la navigation aérienne et le contrôle aérien, c'est aussi tout ce qui est lié à la navigation aux instruments, et donc aussi on peut aller jusqu'à l'astronomie. Donc c'est un lieu incroyable parce qu'il est énorme. Sa collection est méconnue, on pense beaucoup aux avions, mais en fait on a une collection qui est beaucoup plus diversifiée que ce qu'on pourrait imaginer. Et on a notamment une collection de photographies de 500 000 exemplaires qui est vraiment méconnue. À l'échelle nationale, il se doit d'être le référent sur ces sujets, puisque nous avons un certain nombre d'autres musées de plus petite taille et nous devons jouer notre rôle. Et à l'échelle internationale, je n'ai pas peur de dire que nous sommes une référence. Nous avons bien évidemment le musée de Washington, le Air and Space Museum, qui bien évidemment a un nombre de visiteurs beaucoup plus important que le nôtre, mais quand on parle en collection, nous avons une collection plus ancienne, puisque nous fêtons le centenaire du musée cette année. Il ne faut pas oublier que le musée de l'air, sous la forme conservatoire, a été créé en 1919. Très bien. Pouvez-vous nous présenter deux à trois objets du hall de l'espace et dans le domaine de l'aéronautique qui témoignent de la spécificité française dans le contexte international? Alors, il y en a beaucoup plus que 2 ou 3. C'est vrai que cette année est une année vraiment particulière, puisque, outre le centenaire du musée, nous fêtons aussi beaucoup d'événements liés à l'année 1969, et notamment, bien évidemment, les 50 ans du Concorde. Il est vrai que le musée a une chance assez incroyable, c'est qu'on a 2 Concorde, dont le prototype, et que nous avions hier dans le musée Jean Pinet, qui bien évidemment, avec Monsieur Turca, fait partie des personnalités qui ont marqué cette histoire du Concorde et ses premiers vols du Concorde, et notamment Mach 1 et Mach 2. Mais au-delà du Concorde, qui est un peu, c'est vrai, notre Joconde, nous en avons un autre qui est l'avion de Guilmer, le vieux Charles. Donc on change complètement d'époque. On est pendant la Première Guerre mondiale et l'avion a été restauré et conservé. Et c'est une autre des Jocondes. Ce qui est très intéressant dans le musée, c'est de réaliser que nous travaillons sur des technologies complètement différentes. Donc l'avion de Guilmer, c'est de la toile peinte, comme la Joconde. Le Concorde, c'est du métal, et nous travaillons actuellement sur la possibilité d'entrer dans des collections des objets beaucoup plus contemporains, en composite par exemple. Donc pour les équipes, c'est vraiment une grande diversité de sujets. Dans le domaine du spatial, nous allons travailler sur un très grand projet d'exposition pour 2020-2021 avec les collègues allemands, et nous avons une des plus belles collections. Les collections en France sur le spatial, elles sont ici. La Cité de l'espace traite du sujet, mais nous avons les collections.
Et nous avons notamment des pièces extraordinaires par rapport aux lanceurs ou par rapport aux premières nacelles qui ont été envoyées dans l'espace. Quels sont aujourd'hui les défis du musée de l'air et de l'espace? Le musée de l'air et de l'espace a effectivement plusieurs défis face à lui. Il termine une rénovation de ce qu'on appelle l'aérogare historique, c'est-à-dire vraiment le premier aéroport de Paris, qui a été construit en 1937 par l'architecte Labro. C'est une présentation assez exceptionnelle puisque vous allez avoir un musée dans un aérogare. Un musée qui traite des avions dans un aéroport dans lequel certains d'entre vous et surtout les plus jeunes vont se souvenir que leurs parents ou leurs grands-parents prenaient l'avion en traversant ce hall mythique qui est le hall des 8 colonnes. Donc ça c'est un enjeu, c'est un défi puisque nous allons présenter une nouvelle scénographie, nous allons mettre en visite la tour de contrôle et nous allons réorganiser la présentation des avions sur le tarmac. Et ce n'est pas le seul défi du musée de l'air et de l'espace, puisque c'est un musée qui doit se développer son nombre de visiteurs, reprendre son parcours muséographique et se préparer à ce qui sera l'enjeu du futur, c'est l'arrivée de la station de métro de la ligne 17 en 2024 et l'accueil du village des médias à côté du musée qui va créer, au-delà du Salon du Bourget que nous connaissons tous les 2 ans, une nouvelle animation, une nouvelle rencontre. Donc l'accessibilité par le métro pour nous est l'enjeu des prochaines années. Quelles sont les relations, les coopérations qu'entretient le musée de l'air et de l'espace avec les différents centres de recherche, les universités ou les écoles d'ingénieurs, liées notamment à l'espace et à l'aéronautique? Mais on peut aussi citer les relations avec les associations. Alors nous avons beaucoup de relations avec toute typologie d'associations et de centres de recherche. Quand on m'a demandé ce qu'on souhaitait préparer pour le centenaire du musée, j'ai regardé avec nos équipes, il n'y a pas une date précise. Il y a un décret, mais il n'y a pas une date précise. Donc plutôt que de faire une grande fête unique pendant l'année, on a souhaité créer des événements tous les mois. Et ces événements, on les fait avec différentes associations. Nous avons bien évidemment l'association des amis, qui nous soutient énormément, mais nous avons aussi d'autres types d'associations qui travaillent dans le secteur largement de l'aéronautique, mais aussi dans la recherche. Nous travaillons beaucoup avec les industriels du secteur, et donc ça nous permet effectivement de créer des animations qui sont très différentes les unes des autres, notamment, par exemple avec Aviation et Pilote, le salon de l'information pour les formations aéronautiques, qui a à nouveau eu un succès incroyable, et plus de 8000 personnes viennent pendant 2 jours se renseigner sur les formations aéronautiques. Pour terminer, pour vous, les associations scientifiques et techniques sont-elles une nécessité au sein de notre société et pourquoi? Alors évidemment, mon parcours et avant d'arriver au musée de l'air et de l'espace, mes années à l'UNESCO, mes années au Jardin des Sciences à l'Université de Strasbourg ou à Paris, je ne pourrais évidemment que insister sur l'importance, l'urgence de développer la culture scientifique et technique. Nous avons une recherche française exceptionnelle, nous avons des chercheurs incroyables, nous avons des prix Nobel, et il nous manque parfois ce lien du médiateur qui n'est pas suffisamment connu et qui est essentiel. Parce que vous avez le chercheur dans son laboratoire et vous avez le citoyen qui n'est pas toujours en capacité de saisir l'importance de ce qui est en train de se jouer. Et pour moi, la culture scientifique et technique, c'est de créer un pont entre cette recherche, ces recherches et ces publics. Et ces différents types de publics, les musées en sont un lieu de développement de la culture scientifique, mais pas uniquement. Nous devons investir les lieux publics, les centres de culture scientifique, nous devons proposer des opérations hors les murs, nous pouvons aller dans des centres commerciaux, nous pouvons aller dans des centres de loisirs, nous devons aller dans les écoles. Donc c'est un combat que nous menons depuis de très nombreuses années et je soutiendrai toujours les associations scientifiques, les centres de culture scientifique et c'est un vrai métier. Le métier de médiateur scientifique est un métier méconnu, mais nous continuerons et nous sommes quand même maintenant nombreux à défendre ce métier.